1666 dans la petite colonie appelée Union, bien avant la séparation entre Sunnyvale et Shadyside. Alors, je vais vous prévenir tout de suite d'un petit détail qui a son importance. Chacun des personnages présentés dans ce film sont joués par les mêmes acteurs déjà vus dans les précédents opus. Seul leur nom change. Donc, vous étonnez pas si j'appelle Dina Sarah pendant toute cette partie alors que la vraie Sarah Fier est jouée par Elizabeth Scopel. Le film s'ouvre sur la mise à bas de la truie de la famille Fier, dont Sarah, la fille aînée, sauve la mère et les petits. Son père George, joué par Randall P. Evans, la félicite et quand elle lui dit qu'elle a gardé un porcelet pour un de leurs voisins, qui n'est autre que l'ancêtre de notre shérif, Good. le padré sous-entend que l'épouser serait pas une si mauvaise idée que ça. Alors que vous soyez un homme ou une femme, rappelez-vous bien que le but premier de votre existence est de vous marier et de pondre des chiards. En apportant le porcelet, Sarah croise les jeunes de la ville, dont Isaac, qui était Simon le Guignol, Constance et sa sœur Abigail, soit Ziggy et Cindy, mais aussi Lizzie, qui était Kate, préparant discrètement une fête nocturne, et ce qui intéresse Sarah est principalement la fille du pasteur, Anna, qui était donc Sam, pour qui elle a un petit coup de cœur. C'est un bordel. Lizzie leur explique qu'elle va aller chercher des baies hallucinogènes avant la fête chez la veuve, et qu'elle aimerait beaucoup qu'elle vienne avec elle, ce qu'elles feront. Sarah repart, mais se fait très vite emmerder par Thomas, l'ivrogne du village avec des chicots pourris, qui était le tout gentil tueur à la hache Tommy. Et une fois chez Salomon, le pauvre homme la remercie pour sa gentillesse, car après la mort de sa femme et de son fils, il est encore frappé de malheur, car ses terres ne produisent rien, malgré l'espoir qu'il leur porte. C'est la nuit, et Sarah se prépare à partir, mais elle est surprise par son petit frère Henry, qui est donc logiquement Josh, mais qui ne la dénoncera pas. Sympa le petit frère. Direction la vieille cabane de la veuve qui est visiblement absente. Les filles cherchent les baies mais Sarah tombe sur un vieux livre de magie noire et commence à lire les inscriptions à voix haute. Je recommande grandement de ne pas insister et surtout de ne pas lire le latin. Avant d'être interrompue par la veuve qui la met en garde de façon agressive. Les autres filles viennent à sa rescousse, mais elle les met très vite à la porte, et notre petit groupe rejoint les autres jeunes du village. La fête bat son plein, mais Anna est vite emmerdée par Caleb, qui était Peter à la mâchoire carrée. Oh putain, je pensais m'en être débarrassé de l'autre con. Il est à la limite d'abuser Anna, mais elle est sauvée in extremis par Sarah qui humilie littéralement ce gros con devant tout le monde. Les deux jeunes filles s'isolent et vont très vite faire péter le bouchon, mais leur quart d'heure de romance est vite gâché par des bruits provenant de la forêt. Pris de panique, les deux jeunes filles rentrent à toutes jambes chez Anna, mais cuvant comme une merde dans le caniveau, Thomas les surprend. Sarah va se coucher avec son chien, mais le lendemain, Anna arrive en panique chez elle pour lui annoncer que son père, le pasteur Cyrus Miller, dont le nom était sur la stèle du film précédent, n'est pas dans son état normal. Celui-ci est exactement comme Tommy dans le film précédent, avec encore plus de mouches autour de lui et un regard vitreux bien flippant. Anna, dont le bourrichon a bien été monté par sa très puritaine de mère, explique à Sarah qu'elles ne pourront plus se voir car c'est probablement leur faute si son père est tombé malade. Sarah tente de la rassurer, mais sa mère entre comme une furie dans la pièce, hurle comme une folle que Thomas raconte à tout le monde ce qu'il a vu la veille, et la jette dehors à coups de pompe sous les yeux de tous. Elle rentre chez elle pour prendre une cartouche par son père, beurré comme un petit lu, et là, ça commence légèrement à partir en couille. La bouffe pourrie, la farine est remplie de verre, le chien de Sarah est retrouvé noyé dans le puits du village, et encore plus étrange, la génisse de la famille vient de dévorer ses propres petits. Une journée, tout ce qu'il y a de plus normal. À Union. Thomas commence à haranguer les foules en l'absence du pasteur, en hurlant à qui veut bien l'entendre que c'est l'œuvre du diable et qu'ils sont tous niqués. Personne n'est fautif, hein. Je n'accuse personne ici. Un peu plus tard, Salomon passe voir Sarah pour lui donner un étui pour son couteau, histoire de dire merci proprement pour le porcelet. Terrorisée, Sarah lui explique toute l'histoire, et surtout son aventure avec Anna. Elle commence à baliser sévère parce qu'elle se dit qu'imagine, jouer à touche pipi avec une autre fille a apporté le démon chez eux. Salomon accuse le coup, mais rassure Sarah en lui expliquant qu'il est impossible d'appeler le diable par accident, et que peu importe quel genre de personne elle aime, c'est pas ça qui a foutu la merde à Union. C'est alors qu'un cri retentit dans le village. Le pasteur s'est enfermé avec les enfants dans l'église. Pardon? Salomon et d'autres villageois forcent la porte de service de l'église et une fois à l'intérieur, ils constatent alors le charnier. Le pasteur a assassiné tous les enfants du village en leur arrachant les yeux ainsi que les siens. On a frôlé la catastrophe. Des enfants sont morts. Oh, ça va, on est en 1666. Ils auraient pas passé les 30 ans de toute façon. Quoi? Quand elle finit par rentrer dans l'église, Sarah s'effondre en voyant son petit frère parmi les victimes, et Cyrus, malgré son absence d'yeux, la repère direct et fonce sur elle armé d'un couteau. Fou de rage, Salomon attrape un râteau et empale le curé avec. Tout le monde crie au démon, et autant dire que c'est la méga merde. Le soir même, une assemblée exceptionnelle est organisée pour trouver une solution à tout ce bordel, tandis que Sarah et Anna espionnent la scène depuis les fenêtres. Le discours est très orienté, à base de force du mal et de possession démoniaque, mais alors que Salomon tente de se faire la voix de la raison, les parents des victimes ne cherchent pas la raison mais un coupable. Et plus le débat avance, plus la paranoïa et le mysticisme prend le pas sur la logique. Et autant dire que c'est comme d'essayer de discuter avec une brique pendant que quelqu'un est en train de joyeusement te la balancer à travers la gueule. C'est alors qu'un esprit maléfique prend la parole en la personne de Caleb qui y voit le moyen de se venger. Il accuse publiquement Sarah et Anna d'avoir conclu un pacte avec le diable en couchant avec lui. Alors on pourra dire ce qu'on veut,
Mais c'est un putain de génie du marketing, Satan! Alors que Caleb balance ce qui est probablement le plus gros mytho de l'histoire de l'humanité, personne ne remet en doute sa parole et vont bien gentiment gober ça. Puisque l'important n'est pas une histoire débile de plan A3 avec le diable, de deux meufs ensemble et d'une chèvre rouge, mais juste d'avoir un connard sur qui passer sa frustration. Donc, coup de chance ma bonne dame, tout le monde a fini par voir la scène de leurs yeux vus eux aussi. Autant dire que ça craint méchamment du cul pour nos deux tourterelles, et comme la bande de cutéreux sont remontés comme des horloges suisses, ils se mettent à leur poursuite. Les deux jeunes femmes s'enfuient, mais comme elle sait pas vraiment tenir sur ses jambes, Anna se casse la binette et se fait capturer et enchaîner après une fouille au corps méga malsaine. Devant une assemblée aussi fanatisée que terrorisée, mais toujours déterminée à trouver Sarah. De son côté, après une partie de cache-cache méchamment tendue, elle parvient à rentrer dans l'église où Anna est retenue prisonnière. Celle-ci la supplie de prendre 20 grammes de poudre d'escampette vite fait bien fait, mais elle refuse car il est hors de question pour elle de la laisser ici. Anna lui répond que c'est sa faute si le démon est venu jusqu'à eux, mais Sarah se souvient des paroles de Salomon et lui explique qu'on ne peut pas invoquer le diable par accident. C'est alors que germe une idée dans la petite caboche de notre Sarah. Si ces cons veulent une sorcière, alors elle va passer un pacte avec le diable et ils vont en avoir une qui sont pas prêts d'oublier. Ah, tu veux du beau film d'horreur? Celui-là, tu vas pas t'en mettre. Elle fonce alors chez la veuve histoire de lui prendre son livre et de passer le pacte, mais une fois sur place, surprise, elle est morte. Oh shit, here we go again. Et alors, en panique totale, vu que son plan vient de tomber à l'eau, elle fonce se réfugier chez Salomon. Elle entre limite de force chez lui et commence à raconter tout ce qu'elle a vu chez la veuve, son cadavre, le grimoire, et surtout que si quelqu'un lui a piqué le livre, alors ce quelqu'un est à l'origine de tout ce bordel. Un peu sur le cul, Salomon finit par la croire, mais c'était sans compter sur les pécores du coin venus chercher leur dose de sang. Salomon dit à Sarah de se planquer pendant qu'il les fiche à la porte, mais au vu de leur insistance, il fouille la maison et Sarah n'a d'autre choix que de se carapater dans un genre de cave. Celle-ci est remplie à ras-bord de bouffe, ce qui est plus qu'étrange puisque Salomon n'a pratiquement rien et que toute la ville meurt de faim. Avançant jusqu'à une grotte dans laquelle elle trouve le même symbole que dans le second film, Sarah trouve alors le grimoire. C'est alors que Salomon arrive. Mais attends, ça veut dire que c'est lui la sorcière? Depuis le début. Salomon a donc tué la veuve, volé son grimoire et a créé cette abomination cracheuse de monstres. Il explique à Sarah qu'il était fatigué de voir la vie lui cracher joyeusement à la gueule, plus particulièrement quand il l'a vue avec Anna dans la forêt la nuit de la fête, lui qui a toujours eu des sentiments pour elle. Il a alors conclu ce pacte pour obtenir tout ce qu'il n'avait pas, en échange d'une âme, en l'occurrence celle de Cyrus. Horrifiée, Sarah lui rétorque qu'il y a eu bien plus qu'un mort, puisque les enfants ont eux aussi été sacrifiés au nom de son avarice. Salomon tente le coup du « Joins-toi à moi, Anakin Skywalker. On a des cookies. » Mais vu que ce glorieux trou de balle a quand même fait buter son petit frère, elle coupe court à la conversation et prend ses jambes à son cou, mais Salomon la rattrape et dans la lutte, lui tranche la main qu'Alice trouvera en 1978. Complètement morte de froid, couverte de boue, tordue de douleur et avec au moins 3 litres de sang en moins, elle parvient à rejoindre l'église et en ouvrant la porte, elle tombe sur Sarah attachée au puits. Avant même de pouvoir dire le moindre mot, Salomon l'attrape par les cheveux et hurle à plein poumon qu'il a chopé la sorcière. À l'aube, le village tout entier se rassemble et peu importe ce qu'elle pourrait bien leur dire, toute la bande de joyeux couillons ne sont pas là pour une révélation, mais pour une pendaison. Sarah finit par avouer pour protéger Anna, expliquant qu'elle l'a envoûtée. Salomon lui passe alors les chaînes, mais Sarah n'a pas dit son dernier mot. Elle dit à Salomon que la vérité ressurgira tôt ou tard et qu'elle le poursuivra pour l'éternité, qu'il n'aura jamais un instant de repos, maudissant donc le nom des Good et expliquant pourquoi ses os donnent des visions du passé, car elle serait toujours là et qu'un jour, tous sauront ce qu'il a fait. Se retournant une dernière fois sur Sarah, elle est pendue à l'arbre qui verra mourir les sœurs Berman en 78. Un peu plus tard dans la nuit, Anna et ses amis déterreront son corps pour la laisser reposer à l'endroit où en 1994, Sam aura son accident. La boucle est bouclée, le troisième film étant terminé. Attends, comment ça, partie 2 ? C'est le 4e acte, baby. Nous retrouvons donc Dina sur les lieux de l'accident, toujours en 1994, alors qu'arrive notre salopard de shérif préféré. Il interroge vite fait Josh avant que Dina ne récupère son frère et qu'une poursuite ne se lance. Ils arrivent à rouler Good dans la farine et réussissent même à lui piquer sa caisse. Elle explique alors à Josh que le responsable de toutes les merdes qui arrivent à Shadyside, c'est lui et tout le reste de sa famille sur 72 000 générations. Se passant le flambeau du pacte par tous les premiers-nés de la famille, donnant un nom au diable pour obtenir tout ce qu'ils veulent. C'est pour ça que Tommy ne s'en est pris qu'aux enfants de Shadyside, car comme la famille Good est de Sunnyvale, ils se servent donc de Shadyside qui se meurt lentement mais sûrement comme carburant pour le diable, tandis que eux et leur ville prospèrent. Mais alors, Ryan, Sam et Tommy dans les autres films? Oui, c'était le gentil shérif Nick Good qui avait fait le coup. Le fils de pute, je l'avais tellement pas vu venir. Moi, c'est l'inquisition espagnole que j'avais pas vu venir. Nobody expects the Spanish
Good rassemble ses troupes, tandis que nos héros, de retour chez Ziggy, sont obligés de lui raconter la vérité. Elle fait alors le lien avec tous les petits détails qu'elle avait manqué à l'époque pendant que Dina enfonce le clou. Si on peut pas tuer le diable, alors on va buter ce putain de shérif Good. Comme Ziggy l'a appelé, pas le temps de prendre un café, on met Sam dans le coffre de la bagnole et on fonce chercher du renfort. Souvenez-vous, dans le premier film, Josh avait filé un petit coup de main à un certain Martin, l'homme d'entretien du centre commercial, à commettre ce qu'on appelle dans le jargon juridique une petite évasion des familles. Vous suivez toujours, c'est du très bon boulot. Il se dirige donc chez lui et une fois arrivé, il lui pose la meilleure question qu'on peut poser à un black repris de justice. Ça te dit de tuer le shérif Good? Je vais choper ma veste. Direction le centre commercial qui, géographiquement parlant, est pile à côté de la grotte où se trouve l'hôtel satanique. Il se concocte donc un plan aux petits oignons, se servir des grilles de sécurité du magasin pour tout d'abord enfermer les monstres, puis Ziggy propose de lui refaire le coup de Carrie au bal du diable en recouvrant goutte de sang de Dina pour qu'une fois cet enfoiré sur place, il puisse relâcher les monstres qui feront le sale boulot, que la malédiction se termine enfin et qu'il puisse boire une bière en attendant que les choses se calment dehors. Ils mettent le setup en place à base de peinture phosphorescente mélangée au sang et de lumière noire. De son côté, Dina s'asperge de parfum, histoire de tellement puer la mort qu'elle pourra tromper l'odorat des monstres. La scène est en place, le rideau se lève, mais alors que tout le monde attend le coup d'envoi, les flics débarquent et sont bien partis pour passer les menottes à tout notre petit groupe. Martin et Ziggy tentent de leur expliquer que leur vie est en danger, ce qui se heurte à la même pathétique et symptomatique incompétence. Tu l'as pas volé celle-là. Un poulet en moins, et quand son collègue vide son chargeur sur le laitier, autant dire qu'il n'a pas, mais alors pas kiffé du tout. Alors tout le monde se calme, le plan a un petit contretemps certes, mais rien n'est encore perdu. Tant que personne ne les attaque, les monstres ne s'en prennent pas à quelqu'un d'autre que leur cible, ce qui permet au groupe de se positionner à côté des magasins piégés. Une fois à l'intérieur, le groupe les enferme et retourne à côté de Dina qui surveille Sam. C'est alors que Martin remarque qu'il n'y a plus un bruit dans le magasin, et pour cause, Monsieur le shérif Good en personne vient enfin nous honorer de sa présence. Ziggy suit le plan malgré les réticences de Dina et attend Nick pile devant l'arbre. Une fois en face à face et passé leurs souvenirs d'enfance, Ziggy lui fait tomber du sang plein la face et le groupe relâche les monstres. C'est donc le moment parfait où on va tous pouvoir se poser, regarder le gentil shérif Nick Good goûter un peu à sa propre médecine. Good est en panique totale, puisque les plus violents de ses soldats se retournent contre lui. Il attrape alors Ziggy qui prenait la fuite et ordonne à Dina de se livrer, sinon elle y passera aussi. Mais, ironie du sort, Ryan vient gentiment perdre un coup de couteau sur lui, ce qui lui fait relâcher sa prise. Problème, Ziggy est maintenant elle aussi couverte du sang de Dina, et va donc fêter ses retrouvailles avec le laitier pendant que Ryan s'acharne sur Good. Dina attrape un couteau et ruine le plan en se coupant la main pour sauver Ziggy. Les monstres se précipitent alors sur elle, tandis que Good prend la fuite. Dina le suit à toutes jambes, pendant que Martin lui ouvre la voie, puis il s'enferme dans un des magasins et balance le pull de Ziggy couvert de sang devant les grilles pour garder les monstres loin d'elle. Dina remonte la trace de Good qui s'est enfui dans les sous-sols menant à la grotte, il se traîne difficilement à travers les galeries, tandis que Dina, qui a bien pris la confiance, se permet même de le menacer. Vous entendez, monsieur Anderson? Ça, c'est le son de l'inéluctabilité. Mais de leur côté, le reste du groupe est légèrement dans la merde. Pas moyen de bouger, ni même d'aller aider Dina, ce n'est qu'une question de temps avant que les monstres ne lui tombent dessus. Heureusement pour eux, Josh, qui est pas le dernier des manches, concocte donc un nouveau plan génial vite fait bien fait. Il récupère les pistolets à eau remplis de peinture et de sang de Dina et commence à 3-6 no-scope les monstres. Et là, c'est l'heure du... Fatality. Spawn wins. Oh merde, regardez, il y a Sam qui vient de se barrer. Dina arrive jusqu'au tas de morves putrescentes dégueulasses, mais Sam lui tombe dessus. Ziggy, Josh et Martin partent pour aider Dina, mais c'était sans compter sur les renforts. Voilà donc arrivé le gamin à la batte et Ruby Lane, tandis que les autres monstres commencent à se reconstituer. Il tente alors à nouveau le coup du pistolet à eau, mais manque de munitions. Martin propose d'attendre, mais Josh ne veut pas laisser sa sœur à son sort. Il attrape alors la hache de Tommy et affronte Ruby. Ça se passe pas super bien, mais Ziggy lui sauve les fesses en collant une balle dans la tronche de Ruby. Ça devient une habitude pour elle d'arrêter les balles avec sa tête. Dina est toujours aux prises avec Sam, mais l'espace d'un instant, celle-ci retrouve ses esprits, ce qui permet à Dina de lui apporter 50 cc de « tu vas bien te calmer, pétasse ». En cherchant son couteau, elle le retrouve dans les mains de Good, qui la poignarde avec et lui explique qu'elle sera bientôt célèbre comme la nouvelle tueuse en série de Shadyside. Folle de rage, Dina arrive à choper la main de Good et lui faire toucher la chose comme Alice en 78. Il est alors frappé des visions de chacune des morts provoquées par sa famille, et dans la confusion, Dina lui tape littéralement dans l'œil. Les monstres disparaissent et la malédiction s'achève enfin, avec Sam qui retrouve son état normal. Elles sortent de la grotte qui donne directement chez Feu le shérif, et en sortant, assiste à un accident de voiture. Bah ouais, vu que les Good étaient de Sunnyvale, maintenant
cependant, il y a un méchant retour de karma. Ben oui, sans le pacte pour permettre à Sunnyvale de prospérer, Shadyside commence enfin à sortir la tête de l'eau. Le shérif est accusé des meurtres à la place de Kate et Guignol, le père de Dina est parti pour avoir un meilleur job, elle et Sam roucoulent, Josh retrouve une fille avec laquelle il chattait, Martin se lance dans le marché du manche-disque compact, et Ziggy fait la paix avec son passé en rendant son carnet à Madame Lane. En résumé, la vie va enfin pouvoir devenir meilleure à Shadyside. Mais le film se termine sur le livre de magie noire des Good, volé à nouveau. Nous venons donc de terminer la saga Fear Street, et on va enfin pouvoir revenir sur ce film en détail, ainsi que la saga dans son ensemble. Truc un peu con, c'est que la partie 1666 est légèrement trop courte. Faire 4 films aurait été cependant un peu contre-productif parce que faire durer cette partie sur 1h30 aurait certes permis de bien appuyer sur la paranoïa des habitants d'Union, mais aussi de voir l'impact sur les jeunes amis de Sarah qui n'ont malheureusement pas servi à grand chose. Une ou deux scènes en plus où ils aidaient Sarah et Anna auraient été bienvenues. Cependant, cette idée est vite contrebalancée par le fait qu'on connaît déjà l'histoire de Sarah Fier depuis 2 films. On ignore juste les détails qui ont conduit à la malédiction de Shadyside. Donc, se taper encore des informations qu'on connaît déjà, c'est méga lourd et perte de temps sur 20. En plus, le truc bien handicapant, c'est qu'il n'y a pas grand chose à raconter dans la seconde partie de 1994. C'est juste la conclusion des 3 arcs de l'histoire, et tirer ça sur 1h30 alors que 30 minutes ont largement suffi pour terminer l'intrigue aurait probablement été super long et chiant. Un petit peu le cul entre 2 chaises, mais ça n'est pas forcément dérangeant pour autant. Et ensuite, c'est rétrospectivement qu'une petite chose me chagrine. Si dans le second film, Tommy n'a techniquement tué que des natifs de Shadyside et blessé Nick, on repère d'ailleurs qu'il semble horrifié de lui avoir fait du mal, alors pourquoi Peter se fait tuer par Ryan dans le premier film, lui qui est de Sunnyvale, et qui n'a pas attaqué le tueur? Avec son caractère de connard grande gueule, le faire affronter Ryan dans l'hôpital alors qu'il cherchait à tuer Sam aurait justifié cette petite entorse aux règles de l'univers. Alors, je comprends parfaitement le fait qu'on ait envie de faire tuer ce gros con très vite, mais quand même, c'est dommage de faire une faute pour ça. Heureusement, ils ont réussi à donner beaucoup plus d'importance à son ancêtre. Car l'idée de faire jouer de nouveaux personnages par des figures déjà vues était une idée géniale. Peu exploitée, comme je viens de l'expliquer, mais franchement bienvenue. Tous les colons sont assez proches de leurs personnages dans le futur, comme par exemple Constance qui meurt d'envie d'aller s'amuser avec les autres, tandis que sa sœur Abigail lui dit de mieux se comporter. Exactement comme Cindy et Ziggy en 1978. Seul personnage radicalement changé, c'est Thomas, qui est bien loin du gendre idéal qu'est Tommy. Mais comme celui-ci commence bien pour finir par dépecer des mots mal à hache, ça reste raccord dans la représentation d'un personnage moralement discutable. Le principe est parfait, à la fois niveau budget, mais surtout par rapport à la résolution de son intrigue en la personne de Salomon. Comme son descendant ne nous a pas été présenté comme un personnage fondamentalement mauvais, revoir des figures connues, aussi bien physiquement que caractériellement, comme Peter le petit con et son ancêtre Caleb le vieux con, a réussi à bien noyer le poisson de voir ce mec bien sous tout rapport être le monstre derrière toutes les horreurs qui frappent la ville depuis 3 longs siècles. Niveau réalisation, cette partie est le plus souvent filmée caméra à l'épaule, et ça donne des plans intimistes et très proches du réel que j'apprécie tout particulièrement. La scène de l'assemblée, où tout le monde finit par dire que Sarah et Anna sont responsables de tout, est superbement bien montée, avec ses visages en face cam qui répètent la même chose comme une vérité universelle. La seconde partie, quant à elle, retrouve ses cadrages bien plus travaillés, et se permet même de superbes dézooms, surtout dans les moments de révélation. L'utilisation de décors minimalistes, comme le village d'Union, ou réutiliser des films précédents, comme l'Arbre, ou tout le centre commercial, sont bien pensés, puisque très peu vus dans les films précédents, soit du neuf avec du vieux. Et les fusils sont toujours gérés de manière intelligente et discrète, comme quand Sarah est réveillée par son frère, exactement comme Dina dans le premier film, laissant supposer que toute cette histoire n'est qu'un éternel recommencement, et permettant aussi à Dina d'être un écho pour Sarah, en la comprenant jusque dans les moindres détails. Ou encore quand elle porte des livres, justement de la boutique de la première victime du film, qui lui serviront de gilet pare-balles. Ou par couteau pour le coup. Ce que n'avaient pas les autres personnages que nous avons suivis jusque-là, l'expérience d'avoir déjà affronté les monstres et une bonne préparation. Mais aussi en répondant à certaines questions laissées en suspens, la plus minime étant pourquoi une mousse rouge pousse à l'endroit où les parties du corps de Sarah reposent, qui est en réalité un genre de couronne de fleurs que portait Anna, symbole de leur amour éternel. Mais la plus énorme étant bien évidemment la révélation de la vraie nature du shérif Good. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que en VO, Good ça veut littéralement dire bon. Ce qui fait que quand les personnages disent que Good est maléfique, c'est un petit peu drôle quand même. Ce serait comme dire Jean le Bon est mauvais. Et en regardant la saga à nouveau pour les besoins de cette vidéo, avec cette information en tête, je me suis aperçu qu'il y avait plein de petits indices qui vendaient la mèche. Sans parler de pourquoi Tommy a pas fini le boulot, puisqu'il l'avait blessé et que bûcheronner des gamins l'avait pas vraiment emmerdé jusque-là, sa façon de rédiger le rapport de police quand Sam et Dina lui disent que Ryan le mort-vivant les a attaqués, son apathie devant le charnier de l'hôpital, sa culpabilité face aux morts du camp, que j'avais tout d'abord associé à une responsabilité vis-à-vis de son travail de mono, ou juste parce qu'il doit devenir le futur
chef de la police, la façon radicale qu'il a de clore le dossier Simon et Kate, et surtout le fait que Sam, la seule à avoir vu la sorcière et donc la plus proche de découvrir la vérité, est subitement devenu un monstre après avoir échappé au tueur comme pour définitivement se débarrasser d'elle. Mais l'ambiance rock'n'roll du premier, notre besoin d'en apprendre plus sur le lore du second, et son côté fataliste et implacable puisque déjà arrivé et donc inchangeable, détourne suffisamment notre attention pour que nous ne voyions pas arriver la révélation. Et au final, y a aucune partie mieux que les autres, ce qui risque de pas mal faire chier les partisans du « le premier est toujours le meilleur ». Elles ont toute une ambiance, des références, des styles de réalisation et des intentions artistiques distinctes, mais servant l'ensemble. Mais s'il y a bien un personnage qui est vraiment central à l'histoire, c'est Shadyside. Si je vous dis Derry, ou encore Castle Rock, Raccoon City, Silent Hill, qu'est-ce que toutes ces villes ont en commun? C'est des villes de merde dans lesquelles il vaudrait mieux pas y foutre les pieds? Oui, mais pas que. Elles sont toutes américaines, et elles disent toutes quelque chose sur leur pays. Si l'intrigue des films d'horreur se passe le plus souvent dans des villes radicalement différentes, soit le plus souvent très petites pour le cinéma, comme dans ça de Stephen King, qui permet de mettre en avant le côté étouffant des petites villes, ou à contrario très grandes dans le jeu vidéo comme Resident Evil, histoire de faciliter l'exploration de map et le gameplay. C'est surtout pour parler de ce qui ne fonctionne pas avec ce grand pays de la liberté. Pourquoi personne ne réagit au nombre proprement indécent de tueurs en série à Shadyside? Et pourquoi ce sont systématiquement des gens bien sous tout rapport? Vous allez probablement me dire, oui mais Ted Bundy, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession, jusque là ok, mais vous faites quoi de tous les autres? Ceux qui étaient tellement dérangés depuis l'enfance qu'ils massacraient des animaux avant de passer à l'acte. Il y a un truc qui cloche complètement avec cette histoire de ville maudite qui pond des tueurs comme un candidat de télé-réalité des conneries. Et la réponse elle est toute simple. On est aux USA. Et ce pays aime profondément ce genre d'horreur et le justifie le plus souvent par un magnifique « c'est normal, le pays a été fondé sur des guerres et la nature guerrière de sa population ». Ouais, et moi je viens d'un pays où il y a quelques siècles on séparait gentiment nos dirigeants de leur tête. Pourtant ça fait pas forcément de nous des psychopathes en puissance. Personne ne remettra en doute qu'entre les sectes, les frasques du gouvernement, l'économie vénérée comme un dieu, les guerres incessantes, la violence omniprésente dans les grandes villes, et la mentalité méchamment égocentriste des petites, les États-Unis d'Amérique ont plus de facilité à réciter leurs valeurs comme un argument marketing qu'à réellement les incarner. À grand renfort de médias qui abreuvent une société toujours plus friande de voyeurisme et de violence, qui finit donc par se noyer dans une empathie généralisée parce que les morts et les horreurs font vendre. Vous devriez voir la tête des gens quand je dis ça. Ah, tout le monde adore le sexe dans les meurtres. Mais Shadyside dans tout ça, eh bien elle représente parfaitement cette Amérique blasée de tout et stagnante. Vous avez remarqué qu'à aucun moment on ne voit d'adultes dans le film, ou du moins ceux de Shadyside, l'endroit où les ados essayent tant bien que mal d'avoir un avenir, dans une ville et par extension un pays où ils n'ont aucune place, si ce n'est d'être une statistique de plus, ce qu'exprime parfaitement Dina au début de film. Qu'est-ce que tu pourrais avoir comme avenir à Shadyside avec une goudou comme moi? Dans le meilleur des cas, on te retrouvera assassiné sur le sol du centre commercial, ou bien peut-être que si t'as de la chance, tu seras celle qui tient le couteau. Et c'est pour ça que Good est le méchant du film, avec Salomon qui veut tout sans avoir à fournir le moindre effort, parce qu'on le voit beaucoup parler, mais on le voit pas beaucoup bêcher histoire de faire marcher son champ, mais aussi en tant que flic. Je dirais même plus. Un shérif, paye ton parallèle. Il représente l'autorité et par extension le système, un système aveugle et sourd au problème des laissés pour compte et qui n'hésite pas à prendre tout ce qui lui semble lui revenir de droit, jusqu'à la vie des gens pour continuer à faire fonctionner la machine même s'il est plus qu'évident que celle-ci ne fonctionne pas. Quand Dina et les autres brisent la malédiction, c'est pas une histoire de gamin qui arrive à vaincre le méchant le bon, c'est deux lesbiennes, un gamin paumé, un ex-tolard, une dealeuse, un minable employé de magasin, une femme brisée, une monomise parfaite et une toxico suicidaire qui mettent tous un doigt dans l'engrenage et hurlent à plein poumon que c'est eux l'Amérique. Et ça fait du bien de voir ces mêmes laissés pour compte démontrer que le colosse a les chevilles fragiles. Le message profond de cette œuvre est de dire qu'il serait peut-être temps d'arrêter de noyer les gens sous de jolies phrases toutes faites et de vraiment agir pour ceux qui en ont besoin. Qu'on le veuille ou non, les États-Unis ne sont plus le plus grand pays du monde. En conclusion, Fear Street est un petit bijou perdu parmi le nombre assommant de films d'horreur sans saveur. Et donc parfait pour une petite soirée d'effroi en cette période d'Halloween. Et comme toujours, on attend vos impressions et avis en commentaire. Là c'est le moment bonbon, alors un gros merci au duo comique et à Maxoro d'avoir participé à la vidéo avec leur magnifique voix, à Floxil pour les miniatures et le travail de dingue qu'il a abattu dessus, et surtout des gros poutous Araki pour le gros ravalement de façade qu'il a fait à Iggy. Comme d'hab, vous connaissez la chanson, abonnement, partage, pouce bleu, la cloche. C'était Simon Belmont qui vous dit à très bientôt, mais seulement si vous passez la nuit.